Nous sommes à Missillac. Je remercie monsieur le maire, Jean-Louis Mauguin, de m'accueillir, peut-être un peu aussi en tant qu'enfant du pays. Je suis tout à fait heureux d'être là. On est là pour parler d'exode urbain. C'est un thème dont on a beaucoup parlé pendant le Covid. Et aujourd'hui, je voulais savoir ce que ce thème voulait dire. Est-ce que cet exode urbain qu'on a connu pendant le Covid, ce mouvement vers la ruralité, continue aujourd'hui ou pas? Donc c'était le questionnement et c'était l'objet d'un livre, Exode urbain, on vous a menti. J'expliquerai un petit peu pourquoi. Je suis heureux d'ailleurs, monsieur le maire, de vous l'offrir dédicacé. Merci beaucoup. Je vais vous dire un petit peu les principaux enseignements de mon livre. Oui, il y a eu un phénomène que je qualifierais plutôt de renaissance rurale. Le mot exode urbain est piégé, il a été utilisé beaucoup par les journalistes pendant le Covid pour grossir un peu le trait, voilà. Il n'en a rien été, c'est un mouvement. Il y a eu un mouvement et qui se poursuit encore aujourd'hui. Selon les chiffres de l'INSEE, il y a 1,25 entrées en secteur rural pour une sortie en provenance des villes, ces entrées. Ça, c'était les chiffres de 2018 et 2019. Et en 2020, ce chiffre est monté à 1,37. En 2021, il est monté à 1,42. C'était le pic maximum, donc 1,42 entrées pour une sortie, c'est quand même important. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est devenu? Eh bien, en 2022, donc après le Covid, on était à 1,36. Donc si vous me suivez bien, ça veut dire qu'on est à un niveau un petit peu plus supérieur à ce que c'était avant le Covid. Ça veut dire que le mouvement continue. Pourquoi, selon moi, et selon les analystes que j'ai pu interroger, démographes, géographes, il y a une donne qui a changé, c'est le télétravail. Même si aujourd'hui, on en est un petit peu revenu, parce que pendant le Covid, c'était quand même un peu la folie. On arrivait à des situations où des entreprises acceptaient un peu le télétravail 4 à 5 jours par semaine, donc il fallait bien en revenir, c'est normal. Mais c'est quand même un acquis, c'est-à-dire que aujourd'hui, un salarié qui se présente dans une entreprise, si l'emploi est télétravaillable, ça fait partie des négociations. Il y a pas que le salaire. Et ce qui est important, c'est qu'en 2017, il y avait 3% des Français qui déclaraient télétravailler un jour par semaine minimum, et ce chiffre-là est monté en 2022 à 19,4%. Aujourd'hui, ce serait intéressant de savoir. Peut-être qu'il a un petit peu baissé, mais il n'est pas à 3%. Donc ça, c'est une donnée, et c'est une donnée qui ne changera pas. Il y a des accords d'entreprise qui ont été signés. Il n'y en avait que 390 en 2017. En 2021, il y en a 4070 accords d'entreprise sur le télétravail qui ont été signés. Donc, il y a ça, et puis il y a peut-être aussi le fait que cet engouement pour les territoires ruraux qui s'était déclaré un peu pendant le Covid a continué aussi un peu. Donc on a ces différents effets, quoi. L'engouement, le télétravail, et puis
Aussi, le fait, je pense que pendant le Covid, on était plus sur une crise un peu sociétale qui invitait les gens à se diriger vers des valeurs, de cadre de vie, donc à retrouver un peu cette campagne un peu oubliée. Et aujourd'hui, on serait peut-être plus sur une crise aussi économique, hein, le foncier coûte cher. La crise est passée par là, les gens font des économies, ils les font aussi sur l'achat de leur résidence et donc c'est un facteur qui permet de favoriser les installations à la campagne. Voilà. Ce mouvement, il était déjà depuis les années 70. Hein, l'exode rural s'est terminé dans les années 70. Donc le mouvement continue, mais il s'amplifie. Et je voulais avoir votre sentiment, monsieur le maire, sur vous, comment vous le ressentez à Missillac, dont vous êtes maire, et puis sur la communauté de communes du pays de Pontchâteau, dont vous êtes président. Est-ce que je sais, j'ai les chiffres au niveau de la démographie sur le plus long terme. Il y a une évolution, il y a une croissance démographique claire. Comment vous l'expliquez? Est-ce que ce que je dis résonne en vous? Comment, voilà. Alors, effectivement, ça résonne parce que on l'a constaté un petit peu même avant la Covid. La Covid a amplifié le phénomène du télétravail, vous avez raison, et c'est quelque chose qui perdure. Alors effectivement, les semaines entières à la maison, c'est fini parce qu'on s'est aperçu que nos agents ou dans les entreprises, il y avait besoin de liens sociaux, puis de revenir un petit peu dans l'entreprise. Mais aujourd'hui, c'est des acquis. Il y a à minima un jour de télétravail par semaine. Donc ce qui fait que ça a facilité les choses. Sur le plan du développement démographique, on est sur un territoire ici qui est un territoire dynamique, avec effectivement une évolution de la population. Alors l'évolution de la population, elle peut se traduire soit effectivement par ce dynamisme économique, l'arrivée d'entreprises, mais il n'y a pas que ça. On a pu constater l'arrivée pendant la Covid et toujours d'une population qui venait des grandes villes, notamment de la région parisienne, qui sont venus, on va dire au début, se mettre au vert, mais qui ont pu constater que la ruralité, on vivait comme partout, qu'il y avait des services, qu'il y avait des commerces, qu'on était proche, hein, on est sur un territoire ici proche des grandes villes, avec des aéroports, donc on peut très bien se loger ici, vivre ici et travailler n'importe où dans le monde. Et ça continue après Covid. J'ai été surpris, dans un contexte économique compliqué, lors des vœux, quand on annonce, c'est qu'on n'a pas baissé l'évolution démographique, elle continue. La moyenne ici, elle est entre 1 et 1,2%. Donc on continue à augmenter en matière de population, on continue à avoir une population qui vient de l'extérieur, et notamment des villes, et ensuite, les effets négatifs de tout ça font qu'on a une augmentation importante du foncier. Les maisons se vendent plutôt à un niveau de prix très correct, donc ça risque d'entraîner peut-être demain des problématiques. Il y a eu aussi, sur un territoire comme le nôtre où on est proche de la côte, une arrivée importante sur le secteur côtier, et je pense notamment sur le golfe du Morbihan, et je suis assez surpris de voir par exemple une arrivée sur des cités comme les nôtres d'une population de retraités qui vient du Morbihan habiter chez nous et qui vendent leur maison dans le Morbihan, beaucoup à des Parisiens. La Bretagne est assez touchée par les achats de Parisiens. On peut le comprendre hein, quand on voit le prix de l'immobilier dans la région parisienne et le prix de l'immobilier ici. On peut acquérir une belle propriété pour le prix d'un petit appartement dans le centre de Paris. Donc effectivement, je vous rejoins tout à fait dans vos observations. La démographie continue et l'exode continue à avoir lieu sur un niveau peut-être moindre, mais je pense qu'il reste constant quand même. Et je rejoins tout à fait votre étude. Alors je voulais qu'on voit maintenant un peu l'aspect politique de cette question-là. C'est une question un peu passionnelle, passionnée et politique. Je m'en suis aperçu lors de mon enquête.
à commencer par l'utilisation des chiffres. On a une définition de la ruralité par l'INSEE qui a progressé, mais qui était à minima jusqu'ici, notamment avec la notion d'aire d'attraction des villes. Une aire d'attraction des villes, c'est donc un pôle et sa couronne. Et pour que les communes de la couronne figurent dans l'aire d'attraction de la ville, il faut que la population qui vient travailler dans le pôle depuis la couronne soit au minimum de 15%. Et cette définition-là, elle a par exemple été utilisée dans l'étude POPSU, qui est une étude interministérielle sur l'exode urbain, qui est parue en 2023. Elle est utilisée généralement par l'INSEE dans les derniers chiffres que j'ai cités tout à l'heure. C'est un raisonnement par rapport à l'aire d'attraction des villes. Or, cette notion-là est contestée par certains démographes, certains géographes, qui disent 15% de la population qui va travailler dans le pôle, c'est très peu pour dire que c'est une ville. Vous comprenez bien que si on met ce chiffre-là à 40 ou 50%, on obtient des chiffres complètement différents. Ce qu'a fait indirectement l'INSEE en adoptant récemment, 2021 de mémoire, la grille communale de densité. Et cette grille communale, je vais vous passer les détails, mais grosso modo, elle fait remonter les territoires ruraux à 30% de la population, alors que selon les aires d'attraction des villes, la population rurale n'est que de 5%. Elle est même définie par défaut, on dit que c'est les pôles, des communes isolées hors influence des pôles. C'est pas très beau pour définir le rural, mais bon, passons. Donc en fait, cette nouvelle définition de la grille communale de densité, qui est inspirée de Eurostat, la méthode européenne, du coup, je trouve, correspond mieux à la réalité. Et c'est là que j'ai une question un petit peu brûlante à vous poser. Par rapport à Missillac, comment vous la situez ? Moi, qui ai grandi à Missillac, gamin, je gambadais dans les champs pour cueillir des champignons, j'allais grimper dans les arbres, je circulais en vélo un peu partout. Pour moi, j'ai toujours l'impression d'un village, aujourd'hui un gros bourg, effectivement, mais d'être plus quand même à la campagne. Et je pense que les gens, ici, si on les interroge à Missillac, peut-être auraient aussi cette impression-là, alors que vous savez bien, le seuil INSEE, c'est 2000 habitants, hein, pour être dire qu'on a une ville. J'aimerais que vous réagissiez là-dessus, parce que selon les chiffres qu'on prend, on n'arrive pas aux mêmes conclusions. Alors effectivement, ici d'abord, c'est une population, on en parlait tout à l'heure, qui est croissante, hein, qui évolue, hein, puisque on est passé allez, on va dire en 30 ans, on a pratiquement doublé la population en 30 ans, avec une réalité aujourd'hui d'une population dont 50% à peu près trouve emploi, on va dire sur la commune ou sur le territoire de la communauté de communes, et 50% c'est à destination des grandes villes. Alors quand on dit les grandes villes, ici c'est Nantes, la grande ville la plus proche, ou Saint-Nazaire, avec des problèmes aujourd'hui sur lesquels on travaille tous, qui sont des problèmes de mobilité. C'est ce qui explique effectivement qu'on a une nationale qui traverse notre territoire où c'est problématique le matin. On met autant de temps aujourd'hui pour faire un Nantes-Missillac 50 km qu'on met pratiquement pour traverser Paris. Hein. C'est à peu près le cas. Ce qui veut dire qu'effectivement aujourd'hui, il y a une bonne partie des gens qui vivent en ruralité qui travaillent dans les grandes villes. Ça, c'est une certitude. Et l'inquiétude pour les politiques, c'est effectivement de se dire, il ne faut pas que cette ruralité devienne des secteurs dortoirs des métropoles voisines. Il faut un équilibre qu'on essaye d'avoir. Mais il y a une réalité effectivement aujourd'hui qui est liée à cette arrivée importante de populations d'extérieur qui trouvent emploi toujours dans les grandes cités et avec ce déséquilibre un petit peu entre le monde où on travaille et le monde où on vit. Oui, oui. Alors j'aimerais qu'on aborde dans l'aspect politique que j'évoquais,
il y a derrière l'enjeu, en fait, puisque moi, le travail que j'ai fait révèle que oui, il y a une renaissance rurale, il y a une évolution de la population. Et donc, du coup, derrière, ça pose des questions d'aménagement du territoire. Parce que si on ne reconnaît pas cette évolution, bah on dit les territoires ruraux, oh, de toute façon, il n'y a pas grand monde, il n'y a pas besoin. Et c'est pas une lubie ce que je dis, parce que quand on constate que le Grand Paris Express prend 40 milliards d'euros, que le plan pour Marseille, décidé par le chef de l'État, prend 5 milliards d'euros, alors que le plan France Ruralité, qui, suite à la crise des Gilets jaunes, on a eu l'adoption de l'agenda rural, et le plan France Ruralité avec le programme Village d'avenir, qui est un programme pour développer un peu les villages et favoriser un aménagement du territoire équilibré. Eh ben, si ça représente ce plan France Ruralité que des millions d'euros. Donc là, on voit bien qu'il y a peut-être, moi, je pose la question, voilà, un déséquilibre, et que si on veut pas que la France rurale soit mise de côté, il faut peut-être se poser la question par rapport aux trésoreries qui ont disparu, les hôpitaux, des petites villes, les maternités, le ferroviaire. Ben, il y a plutôt des lignes confirmées ces derniers temps. Donc je pense que derrière, si vous voulez, cette notion un peu passionnelle d'exode urbain, il y a une question d'aménagement du territoire, et que il va bien falloir s'attaquer à ça, parce qu'il y a quand même 81% des Français, sondage IFOP Famille Rurale, qui en 2018, avant le Covid, donc disaient que leur idéal de vie était à la campagne, et le même chiffre, exactement le même chiffre, 81% en 2023. Donc il y a quand même un désir des Français. Il me semble qu'il faut l'accompagner. Je vous laisserai le mot de la fin peut-être là-dessus. Comment vous réagissez? Alors moi, la réaction, elle est claire, parce que ça fait partie d'un combat au quotidien. C'est de se dire aujourd'hui, il n'y a pas les Français des grandes villes et les Français des campagnes. C'est des Français. Les besoins sont les mêmes. Aujourd'hui, quand on regarde dans une cité comme la nôtre, il y a autant d'intellectuels que d'ouvriers. Donc des gens qui ont fait des études à l'extérieur, qui ont fait le choix d'une vie effectivement un peu différente que celle des grandes villes. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, il y a un vrai problème. La mobilité, les notions de service. Aujourd'hui, on se bat au quotidien pour le maintien de l'hôpital de Redon. Un autre phénomène qui est plus un phénomène des grandes villes, mais qui arrive chez nous, qui est le phénomène du monde de la psychiatrie. Aujourd'hui, on a plus tendance à fermer des hôpitaux qu'à créer des hôpitaux, alors que le besoin est réellement présent. Nos préoccupations, c'est effectivement qu'on est obligé d'investir plus que les autres, alors qu'on a moins de moyens. La maison médicale qui a été faite ici, elle a été faite avec les deniers de la commune. La commune, elle s'est transformée en promoteur immobilier pour pouvoir accueillir des médecins. C'est-à-dire on a beaucoup plus de dépenses au prorata d'un budget d'une cité comme la nôtre par rapport à une grande ville. On est moins accompagné, et on s'est battu dernièrement, par exemple, dans ce qu'on appelle le LNO-BPL, qui est la grande ligne, qui est le projet de la région de relier Brest, Nantes, Paris très très rapidement, et c'est ce que j'ai dit lors d'une réunion. On mettra bientôt plus de temps pour quitter Missillac pour aller à Saint-Nazaire que de prendre un TGV à Nantes pour arriver à Paris. Donc il ne faut pas nous oublier. Alors on a réussi au travers de plusieurs combats à faire en sorte qu'on ne soit pas oublié à ce niveau-là. Parce qu'il y a des transversales aujourd'hui. Et effectivement, c'est une vraie question. Il n'y a pas que les grandes villes. La France, c'est un territoire qui grandit, la ruralité grandit, et les besoins sont les mêmes. Donc financièrement, on doit effectivement être accompagné de la même façon.
avez totalement raison. C'est qu'aujourd'hui, quand on regarde dans ce qui se passe, et je pense notamment à ces phénomènes qui créent des déséquilibres, parce que au fond de tout ça, derrière tout ça, il y a quoi? C'est qu'on a une arrivée de gens qui ont un petit peu plus de moyens. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? La vraie problématique qu'on a ici, c'est où loger les travailleurs locaux. On en fait quoi? On les met où? Dans le contexte du ZAN. On est bien d'accord. Donc ici, on devient les zones humides des grandes métropoles, parce que ça aussi c'est un vrai sujet. Je vois sur ce territoire, alors on est en train de se battre, où on s'est développé de façon importante, même au niveau de l'économie. Moi, j'ai plus de terrain à vendre ici. La zone d'activité, elle est pleine. Sur la zone de Missillac. Il n'y a plus de terrain disponible, puisque les extensions possibles, c'est soit de la terre agricole qu'il faut effectivement préserver, ou c'est devenu des zones humides. Donc voilà, donc il faut trouver, c'est ce que je dis, on ne faut pas opposer les mondes. Il ne faut pas opposer le monde de l'écologie au monde de Lausanne. Effectivement, il faut préserver Dame Nature et la planète, mais pas n'importe comment. Pas n'importe comment, et puis de façon aussi, encore une fois, équilibrée. Plus équilibrée, parce que moi, bien j'ai sûr. quand même l'impression que les métropoles sont grosses et peuvent continuer à grossir, mais que les petites communes sont petites et elles vont rester petites. Voilà, alors qu'on a eu des opérations effectivement très politiques. Je viens d'adresser un courrier aux parlementaires en ce qui concerne, puisqu'on nous demande de faire la même chose que dans les grandes villes, par exemple sur la pollution visuelle. Dites-moi, vous voyez de la pollution visuelle à Missillac. Il y a quelques pancartes de gens qui vont vendre de la viande locale, des viandes en plus labellisées. S'il n'y a pas une pancarte qui indique que c'est dans tel endroit, on ne pourra pas. On a parlé des petites villes de demain développées. Missillac en fait partie des petites villes de demain. Et puis aujourd'hui, on va nous bloquer par des règles, par des normes qui sont complètement aberrantes. Qu'on diminue la pollution visuelle aux entrées des grandes villes, je veux bien le comprendre. Chez nous, c'est pas un sujet. C'est pas un sujet. Mais par contre, on doit faire comme les autres. Et en plus, avec les mêmes obligations, avec les mêmes obligations, la même réglementation, et des pressions qui vont être, je dirais, plus difficiles à apprécier par un maire d'une petite ville que par rapport à un maire d'une grande ville qui a des services, qui vont bien pour le faire. Alors on ne va pas s'en plaindre ici, mais c'est vrai que c'est des sujets qui sont vraiment, vraiment importants. On commence à travailler avec nos partenaires voisins, je pense notamment à la ville de Saint-Nazaire, sur les histoires de logement, et c'est pas fini. Parce que quand on regarde des territoires où on a la chance d'avoir les fleurons de l'économie française comme Airbus et les chantiers de l'Atlantique, où aujourd'hui ils sont plutôt en phase de recrutement, où on risque de ne pas trouver de la main-d'œuvre locale, mais faire venir encore de la main-d'œuvre de l'étranger, il faudra bien loger les gens. Donc il ne faudrait pas qu'on déplace le problème, c'est-à-dire on vient loger plus dans nos campagnes qu'hier. Voilà, c'est ce que je dis, il faut du gagnant-gagnant. C'est-à-dire, et la mobilité fait partie des grands problèmes, parce que c'est pas le tout de dire je supprime des zones pour maintenir la planète et puis j'encombre les bois parce qu'il n'y a pas de transport. Ici, on a quelques services de bus, mais on n'a pas de métro, on n'a pas, on a 4 gares, des petites gares, heureusement encore qu'on a 4 gares. Mais ici, il n'y a pas de gare, il faut bien trouver un moyen d'aller d'ici à la gare. Alors on y travaille avec les mobilités douces, mais bon, c'est des vrais sujets. Il faut les moyens d'accueillir. Voilà. D'ailleurs, j'ai certains de vos collègues maires qui des fois même sont réservés sur l'accueil de population. Alors peut-être aussi dans de plus petites communes, pour d'autres raisons aussi, qui disent attention, les urbains arrivent avec leurs exigences, leur niveau de service. Exactement. À Missillac, on peut peut-être faire face parce qu'on est quand même une commune de 5500 habitants, donc 5600, mais dans des plus petites communes, c'est difficile et c'est pas forcément souhaitable de s'aligner. Là encore, la mutualisation, elle joue et c'est pas normal que la petite ville à côté puisse avoir davantage de services et qu'on ne veuille pas des services partout. Donc je pense que il y a des maires qui sont réticents. Ils sont réticents aussi parce que les gens arrivent des fois avec leurs exigences aussi par rapport
à ce qu'est la ruralité. Hein. On n'aime pas le son de la cloche, on n'aime pas le coq, on n'aime les pas les odeurs, camions. voilà. Donc voilà, c'est pas accueillir pour accueillir, c'est aussi bien accueillir, mais aussi que les gens qui viennent soient. J'ai l'habitude souvent de dire qu'en ruralité, on manque des fois de moyens et qu'on a besoin plus d'acteurs que de consommateurs. Parce qu'en ville, bah, vous pouvez être facilement consommateur, il y a tout. Ben, en campagne, si vous voulez des choses, ben, va peut-être falloir aussi mettre la main à la pâte. On est bien d'accord. Et puis ensuite, si on veut rentrer plus dans les détails, la suppression de la taxe d'habitation, Oui. qui était un moyen ici de collecter un impôt qui était pour moi l'impôt le plus juste, nous permettait d'avoir des moyens d'action et de pression fiscale pour pouvoir faire des choses. Oui. Pas pour dépenser l'argent inutilement, Oui. mais pour faire des choses. Oui. Aujourd'hui, dans toute cette mandature, hein, le seul projet qu'on ne pourra pas finaliser, c'est la réhabilitation d'un espace culturel et conjointement avec la communauté de communes d'une nouvelle bibliothèque. Parce que ça ne veut pas dire que la culture n'est pas la priorité, Oui. mais c'est qu'aujourd'hui, financièrement, on ne pourra pas amener tous ces sujets-là sur la table. Alors Dieu sait que si aujourd'hui c'est une nécessité et on a plutôt privilégié la réhabilitation d'une salle des sports qu'on va complètement refaire, mais c'est des budgets de 3,7 millions, c'est énorme. Ouais. Et aujourd'hui, on n'a plus de subventions, on n'a plus d'aide, il n'y a pas de DETR, il n'y a pas de décile, la région baisse, voilà, mais les besoins, ils restent là. Il reste les mêmes, Et puis après, on n'est pas épargné. Sa force, des fois, a été aussi peut-être un peu plus inventif qu'on ne l'était, à essayer de mutualiser. C'est ce qu'on essaye de faire, d'où l'importance aujourd'hui, encore plus qu'hier, des communautés de communes, parce que je pense que ça va devenir de plus en plus compliqué pour les petites, vraiment les très petites communes. Et je souhaite beaucoup de chance aux équipes à venir, déjà pour trouver des élus qui vont vouloir s'investir. Vous savez, un élu, quand il s'investit, c'est parce qu'il a des envies. Il a envie de concrétiser, il a envie de bâtir, il a envie de construire. Si on ne lui donne pas les moyens de le faire, ou s'il voit un mur réglementaire devant lui, ça donne pas envie non plus. C'est ce que vous avez dit. Ça donne pas envie, ce qui explique peut-être aussi la démission de bon nombre de maires et le fait que ça devienne de plus en plus compliqué aujourd'hui de constituer des équipes. Mais c'est ce que je dis. Ici, on n'est pas en Corrèze, on n'est pas dans la Creuse, on est sur un territoire, la Loire-Atlantique, qui est très très privilégié et très dynamique. Mais c'est vrai qu'après, il y a tellement de choses qui sont liées à tout ça. Et ce que je dis, c'est un peu vrai, hein, l'histoire des... moi, sur cette salle des sports, 3,7 millions, où on aurait eu, il y a encore 2-3 ans, à peu près 30% de subventions. 30% de subventions. Je veux dire à peu près un peu plus d'1 million de subventions. Aujourd'hui, la seule subvention, c'est un fonds de concours de 100 000 euros. Je dis bien 100 000 euros, que la communauté de communes, c'est pas... va donner à la ville domiciliaire. Je n'ai pour le moment pas une seule subvention. Et ce qui est assez surprenant, parce qu'on pensait que c'était le bon moment, et puis il fallait le faire, hein, cette salle des sports, elle date de 84, donc c'est pas une jeune salle des sports. Et je me suis dit, en année olympique, on allait quand même privilégier. Je pense que ces Jeux olympiques ont été une belle réussite, pour la France, et ça générait des recettes. Il aurait été bien que la ruralité en bénéficie aussi un petit peu, plutôt que d'être la valeur d'ajustement. Alors, il y a eu quand même, il y a eu le programme 5000 équipements sportifs à destination des territoires. Ici, on n'en a pas bénéficié. Oui. Alors peut-être aussi parce que la commune est un peu plus importante. On n'en a pas bénéficié. De mémoire, ils ont peut-être visé des communes plus petites. Sur l'ensemble de la communauté de communes, puisqu'on a tous été beaucoup dans des démarches
de réhabilitation de salles ou de choses comme ça, j'ai pas vu trop Ouais, 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 de subventions. Alors que ce soit au niveau de l'Agence nationale du sport, alors on peut tous comprendre qu'il faut faire des efforts, ouais, ouais, mais les efforts, ils doivent être partagés. ouais, ouais. Quand on demande aux collectivités de faire des efforts, les efforts sont pas les mêmes à faire dans une petite commune que dans Que une des grande ville. une grande ville, tout à Voilà, fait, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Je pense, moi, que enfin, vous voyez, ces histoires enfin, d'être précis dans les choses. Bon, j'ai tapé un peu sur mes collègues journalistes, mais quand ils ont repris l'étude POPSU en 2023, sans regarder et sans connaître la définition des aires d'attraction des villes, eh ben, ils ont conclu, bon, il ne s'est rien passé. Il y a non, eu non, un mais petit, non, et non, c'est il s'est faux, passé. et c'est faux, vous En fait, voyez. le monde a Voilà, d'abord, il voilà. s'est passé à ce niveau-là, et ensuite, moi, c'est ce que je dis, il y a une vie avant Covid et il y a une Oui, vie après oui, Covid. oui, Et elle est vraie dans tous les sens du terme. oui. Le monde a changé. Le monde a changé. Et le Oui, monde est en train de oui, changer. oui, 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 oui. Que ce soit au niveau de l'exode urbaine, de la vie, Oui, oui, le monde a changé. Aujourd'hui, alors on oublie vite les choses, hein, parce oui, que oui, ça oui, passe vite. oui, oui, ça passe Mais vite. la Covid, c'était hier, hein. Ouais, C'est pas ouais, vieux. ouais, Mais on sent qu'il y a un changement, et il y a même un changement d'attitude vis-à-vis du monde du travail. ouais. Notre jeunesse n'apprécie plus le travail De la même façon. de la même façon que Oui, nous, et on ne peut oui, pas juger, oui, c'est oui, ce que je dis. oui, Aujourd'hui, la vie a un autre sens que celle d'hier, et oui, la Covid a été un moyen de changer un peu tout ça. oui, 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 Alors, est-ce que c'est pour aller vers un monde meilleur? J'en sais rien, oui, certainement. oui, oui, oui. Notre histoire, on a traversé des périodes un peu compliquées, on est dans une période compliquée, mais tout n'est pas négatif. Non, Tout non, n'est pas non, non, négatif. puis bon, cette absence de cash, ça va nous forcer à être inventifs. Hein. On parle beaucoup de solidarité aujourd'hui, c'est ce que je dis. La solidarité, l'écoute, va aussi apporter des choses. Oui. Ici, par exemple, pour pallier aux problématiques de transport, il y a des associations et on fait du transport solidaire. Du transport solidaire. Ah oui. Transport solidaire, on Ouais. n'en parlait pas hier. Hein. Oui, oui, on n'en parlait pas hier. Et Voilà. les campagnes sont très inventives là-dessus. Il y a des réseaux Pouce, par exemple, qui est un réseau Ah oui, il y a stop plein. organisé. Il y a des applications aussi aujourd'hui. Ici, vous faites le tour, on a Ouais. plein d'aires de covoiturage. Ouais, Où effectivement, les gens, on partage la voiture ouais. pour y aller, même s'il y a encore beaucoup trop de Oui. personnes seules Oui, dans ces oui, voitures. oui, Mais il y a on des choses aura. qui changent. Ouais, Voilà, ouais. les gens ont la volonté de changer, mais Ouais. il faut encore leur donner les moyens. Ouais, ouais. Et la mobilité, c'est un C'est sujet, un sujet capital mais dans nos qui campagnes. coûte Ouais. énormément, Et qui coûte énormément, énormément d'argent. Et tout seul, c'est ce que je dis, on n'arrivera pas à faire, Ouais, ouais. nos communes n'arriveront pas à faire Ouais. ce que font les grandes Vous avez villes. entendu parler des lignes de covoiturage virtuelles ECOV. Penchez-vous là-dessus. C'est très intéressant parce qu'en fait, c'est des lignes qui vous garantissent que si vous vous déplacez, vous allez trouver dans les 20 minutes une voiture. Si vous ne la trouvez pas, on vous met un taxi, le truc est garanti. Alors évidemment, le but, c'est pas d'avoir des taxis tout le temps, hein, parce que sinon le système il explose. Mais ça garantit de sorte que, en fait, on a une cadence, un cadencement, donc comme une ligne. Et Ecov est une société qui a innové là-dessus. Ils sont implantés d'abord du côté de Grenoble. Et les territoires, alors c'est sûr qu'il faut un minimum aussi pour amorcer la pompe, mais des territoires par exemple comme la Loire-Atlantique, assez dynamiques en rural, je pense que ça pourrait correspondre tout à fait. Ouais, non, mais effectivement, vous avez raison, il va falloir inventer des choses, il va falloir déjà changer nos façons de faire et changer nos façons de vivre. Ouais. Mais surtout pas recopier, pas faire Non, dans la non, campagne non. ce qu'on fait dans les villes. Ouais. On a la chance d'avoir une qualité de vie ici, et un maire a au moins cette responsabilité-là, de se dire qu'est-ce que je veux faire de ma ville demain. Ouais. Alors on pourrait très bien
sur un secteur dynamique ici, de se dire je pousse, et on pourrait développer une population à une croissance largement supérieure à celle d'aujourd'hui. Et continuer ce qu'on a fait. Bon, c'est vrai que les entrées de ville de... c'est pas ma façon de voir les choses, c'est de se dire, parce que derrière, ça va nécessiter, parce qu'on n'en a pas parlé, mais ça veut dire une croissance de la population, ça veut dire plus d'écoles, ça veut dire plus de services, mais aussi dans nos compétences qu'est l'école. Aujourd'hui, on l'a anticipé sur nos écoles, elles sont récentes, et on avait prévu la croissance avec des classes supplémentaires. Aujourd'hui, je ne sais pas si on serait capable de remettre 6-7 millions dans une réhabilitation, un agrandissement d'écoles. Voilà. Alors que c'est une nécessité. Et d'un autre côté, quand vous avez des services, les gens, quand ils viennent, et notamment les gens qui viennent des grandes villes, vous demandent, il y a des médecins, il y a des commerces. Les commerces, c'est moins important parce que ici, on est quand même bien achalandé où c'est assez rapide pour trouver des commerces. Il y a des écoles, il y a des collèges, il y a des lycées. Et on a tout ça. Donc, c'est-à-dire, rien n'empêche. La seule chose où on est, encore c'est plus vrai, parce qu'aujourd'hui, on n'est quand même pas très loin de Saint-Nazaire, au niveau de la culture, on a un peu tout ce qu'on veut. Et puis, on n'est pas loin d'aller à Paris. Et dans les changements, il y a ça. Si on veut aller passer un week-end culturel, aller visiter des musées, aller au théâtre, on va à Paris et puis on passe un week-end culture et on a tout ce qu'il faut. Donc aujourd'hui, Et après, peut-être à un niveau moindre mais important, vous pouvez vous appuyer sur vos associations locales qui, je pense, ne manquent pas de s'intéresser au patrimoine, à la culture. On est bien d'accord. Ici, on a, même par rapport, on a encore cette qualité, et je les salue dans les différents vœux que j'anime, où on a eu un monde associatif et des bénévoles en quantité. Et aujourd'hui, il ne faut pas les épuiser eux non plus, mais le bénévolat est un acteur incontournable des développements dans nos cités, plus que dans les grandes villes. Plus que dans les grandes villes, oui. Et on peut avoir des belles surprises. On parlait tout à l'heure du sport, c'est ce que je dis. Quand on voit une petite ville comme la nôtre aujourd'hui, où est 5700 exactement habitants 740, on a eu ce club de tennis qui a joué en pré-national, qui joue au niveau régional, ce qui est plutôt un bon niveau. Je me souviens, quand j'étais jeune et que je jouais au tennis de table à Missillac, et ben le club de tennis de table, on était arrivé à pas mal de jeunes à un moment, et ça a boosté le club, et je crois que le club est toujours à un niveau régional aujourd'hui. Au niveau notamment de l'équipe féminine, qui était un bon niveau. Mais on a eu, j'ai remis des médailles de la ville à 2 sportifs dans handisport, qui a des titres de championne de France sur du 200, 400 mètres et javelot, et dans un domaine tout autre, un Missillacais qui a été médaille de bronze au championnat d'Europe de twirling. D'accord. Bâton, mais c'est un sport comme un autre, donc il y a effectivement aussi, ici on sort des sportifs, on sort comme partout. Comme partout. La vie, il y a une vie comme partout. Oui, tout à fait. Allez. Sinon, moi, je vais pas être comme ça. Tout à fait. On va vous... Billboard, baby, do a leap and make them dance when it come on. Everybody looking for a dance floor to run on. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way I like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah. I got you, moonlight, you're my starlight. I need
one of the greatest, ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leaper with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it, get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you